Bonjour, je m'appelle Fadi, je suis fondateur de streamclipping.ai et bienvenue dans mon interview. Pour faire simple, streamclipping, c'est simple. En gros, tu donnes une VOD, un live, quoi que ce soit de format long, vidéo, et il te sort automatiquement tes meilleurs moments en clips verticaux, déjà sous-titrés, avec les hooks et les effets prêts à poster. Alors, en gros, pourquoi ça existe? Parce que moi, tout simplement, je suis streamer depuis 8 ans maintenant, et pendant des années, j'ai passé mes nuits à dérusher tous mes clips à la main. Donc j'allais sur Twitch et j'allais prendre mes VOD et je faisais mes petits clips un par un. C'était super chronophage. En plus le contenu, faut se dire que tu l'as déjà fait pendant ton live. Donc refaire tout au fur et à mesure de tes lives, c'était super chronophage et super boring, on va pas se mentir. Donc voilà, le problème c'est le temps pour le transformer. Le stream clipping fait 6 heures de montage en 2 minutes. Alors, c'est très simple. En gros, la plupart des créateurs publient une seule vidéo et passent très rapidement à la suivante. Le problème, c'est tout simplement qu'une seule vidéo va toucher une seule audience sur une seule plateforme et tout simplement à un seul moment. Donc, les gens qui vont scroller sur TikTok ou sur YouTube Short ou Instagram, ils ne verront malheureusement que jamais ton épisode YouTube qui va durer 30, 40 minutes ou 1 heure. Et ceux qui sont sur LinkedIn non plus. Donc à chaque vidéo que tu ne recycles pas, tu laisses, on va dire, 80% de ton audience de côté qui ne trouvera jamais ta vidéo. Donc c'est pas parce que ton contenu il est mauvais ou il est mal monté ou il manque des sous-titres, c'est tout simplement parce qu'il n'est jamais arrivé jusqu'à eux. Moi, ce que j'en pense, c'est généralement, tu dis toujours, tu ne publies pas trop, tu vas saturer les réseaux. Pour moi, c'est complètement faux. Quand tu tires 20 clips d'une seule vidéo, on va dire que tu vas pas diluer ton message. Tu vas le tester plusieurs fois. C'est comme de l'A/B testing sur un site web. Tu vas permettre à différentes audiences d'être intéressés par ta vidéo. Donc, évidemment, certains angles vont flopper. D'autres peuvent exploser, mais tu ne sais jamais lequel à l'avance peut exploser et peut être viral. En gros, plus tu multiplies les accroches à partir d'une même idée, plus tu donnes de chance à l'algorithme de trouver celle qui marche. Évidemment, le volume intelligent va battre la rareté. Alors oui, ma position elle est tranchée, et non, au contraire, la vidéo longue, c'est là que tu vas construire de la profondeur, que tu vas bâtir une communauté, que tu vas créer de la confiance et tu vas pouvoir promouvoir ton expertise. On va dire que ce qui est mort, c'est l'idée qu'elle te suffit et qu'elle se suffit à elle-même. Aujourd'hui, le format long, c'est ta matière première. Okay, donc format long, que ce soit vidéo YouTube ou live, c'est là où tu vas pouvoir en tirer des clips. Tout simplement le format court, donc le clip, c'est la distribution. C'est ce qui va te permettre d'avoir de la visibilité pour attirer des personnes sur ton format long. En gros, tu enregistres une fois en profondeur, tu diffuses en surface, partout. Les deux ne s'opposent pas, le court amène tout simplement les gens vers le long. Aujourd'hui, stream clipping, ça aide tout simplement à transformer tes vidéos format long en clip. Mais ça, on va dire que c'est juste la première brique, évidemment. Là où on va, nous, c'est beaucoup plus grand. On a le souhait d'être devenir la plateforme qui va connecter en Europe et à travers le monde les 3 acteurs qui n'arrivent pas à se retrouver aujourd'hui. Donc les créateurs qui ont du contenu, donc que ce soit les streamers, les youtubeurs qui ont du contenu à valoriser, les agences qui cherchent des talents fiables et les clippers qui veulent des missions. Le clipping aujourd'hui c'est un marché qui est énormissime, valorisé à plusieurs milliards de dollars aux États-Unis, qui est en train d'exploser chez nous. Là aujourd'hui chacun bricole dans son coin, on voit des groupes Discord, on voit des sites avec des landings mais sans information, avec des campagnes où il n'y a pas vraiment de structuration, pas de les paiements. On voit aujourd'hui, même récemment encore, Content Rewards, qui est la plateforme numéro 1, où ils ont des problèmes de paiement de leurs clippers, etc. Nous, justement, on essaye de s'écarter de tout ça et d'avoir une structure. On essaie d'avoir quelque chose où on sait qu'on est sécurisé, que ça soit au niveau des paiements pour les talents, pour les clippers, mais aussi pour les marques, qui va nous permettre d'être la place de référence dans le monde. Oui, aujourd'hui, tout le monde peut devenir clipper. Que t'aies envie, que ça soit ton activité au quotidien de créateur de contenu, tu peux clipper pour toi si tu as envie. Tu peux aussi clipper pour les autres. Si ton souhait c'est de, par exemple, générer des revenus en activité secondaire, par exemple, tu peux le faire aujourd'hui. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'avec Stream Clipping, tu n'as strictement rien à faire. Tu mets ton format long, ton contenu, donc ta vidéo YouTube ou ton live, et Stream Clipping se charge de tout faire. Créer tes hooks, tes sous-titres, mettre tes rétentions hooks, tes titres, tes hashtags, etc.
Et en plus, avec l'autopilote, tu peux diffuser automatiquement sur toutes les plateformes. Donc évidemment, que tu sois Pierre, Paul ou Jacques, tu peux aujourd'hui créer du contenu facilement avec StreamClip. Alors moi, je suis pas un ingénieur de la Silicon Valley, hein, je suis pas développeur de base, je suis streamer. Moi, je stream sur Twitch depuis maintenant à peu près 8 ans. Voilà, je suis un des streamers de la première génération. Et pendant des années, moi, mon quotidien, c'était ça. C'était live entre 7 et 10 heures par jour. Et ensuite, au lieu d'aller dormir comme quelqu'un de normal, moi, je passais mes heures à dérusher mes vidéos, mes lives. C'était extrêmement long, extrêmement chronophage de trouver les meilleurs moments, les clipper et ensuite après y mettre les sous-titres, etc. À la main. En plus, j'utilisais Premiere Pro à l'époque. Après, on a eu CapCut, on a eu cette chance d'avoir un outil qui était plutôt au point. Mais au départ, il fallait quand même écrire les sous-titres, les recadrer, les poster, après les balancer sur toutes les plateformes, les programmer sur TikTok, sur YouTube Short, sur Instagram Réel. Bref, c'était extrêmement long. Et comme vous avez pu le remarquer, il y a beaucoup de streamers qui, quand ils remarquent qu'ils ont pas de visibilité, pas d'audience, ça marche pas beaucoup, parce qu'ils ont pas le temps de créer du contenu, parce que c'est un métier secondaire pour eux, bah, généralement ils décrochent et ils disparaissent de la plateforme Twitch. Donc ça vient pas par manque de talent, mais ça vient malheureusement par épuisement. Moi, on va pas se mentir, j'en ai eu marre de monter des vidéos tous les jours, créer des clips, etc. Alors c'est ce qui m'a tout simplement donné l'envie de créer un outil que j'aurais aimé avoir au départ, hein, lorsque j'ai commencé le stream. Et donc c'est l'outil dont on parle aujourd'hui, Stream Clipping. Alors c'est pas un projet de Técos, ok, de mec dans son garage qui a fait ça à la Steve Jobs, on n'en est pas là, mais c'est simplement, je réponds à une réelle problématique que j'ai au quotidien. Moi, je suis tout simplement un streamer qui essaye de résoudre mes propres problèmes. Et si ça peut toucher d'autres streamers qui sont dans mon cas, tant mieux, on est tous gagnants. Comment transformer une VOD de plusieurs heures en 30 clips en une après-midi? Bon, déjà, pour être très transparent avec vous, il nous faut moins d'une après-midi pour créer 30 clips. Tu mets un live de 4 à 6 heures, en 25-30 minutes, tu as tes 30 clips. Donc, tu prends ta VOD, tu mets ton live, et ensuite, dans ce live-là, tu auras facilement entre 20 et 30 moments forts, donc des clutches, des fous rires, tu auras des réactions en tout genre, tu auras des moments de vérité, voilà, tout ce que l'IA va pouvoir détecter grâce aux algorithmes et aux prompts qu'on a mis en place. Le boulot avant, c'était de tout revisionner de A à Z, c'était très long, très chiant, et retrouver ces moments, les découper, les sous-titrer, les recadrer en vertical un par un, bref, c'était extrêmement long et moi, ça m'a vite cassé la tête. Aujourd'hui, avec un outil clipping, notamment Stream Clipping, l'IA va repérer tous les moments automatiquement, va sortir les clips déjà sous-titrés, et tu n'as plus qu'à valider et à poster. Et encore que, aujourd'hui, avec Autopilote, vous n'avez même plus besoin de valider et poster. En amont, tout est fait, donc tu n'as plus rien à faire. Tout est géré de A à Z. La règle aujourd'hui, c'est ne cherche pas la perfection sur chaque clip, sors plutôt du volume et ensuite laisse les données trancher. En gros, ça, c'est très simple. On appelle ça le hook, donc l'accroche. En gros, sur un contenu court, on va dire que tout se joue sur les 3 premières secondes. Généralement, c'est ce qui va permettre d'accrocher l'audience, donc le viewer, de captiver l'audience. Personne ne regarde une intro, c'est chiant. Si la première phrase ne donne pas une raison de rester, généralement, on est tous pareils, on continue de scroller. Hein. Donc, oublie, salut, c'est moi. Aujourd'hui, on va parler de ci, de ça. Ça marchera jamais. Commence par de l'attention. Le résultat directement, ou sinon, tu peux commencer par la promesse. Voilà l'erreur qui te coûte généralement 80% de tes vues. Le hook, ce n'est pas le début de ta vidéo, c'est clairement ta vidéo. Le reste, c'est juste la preuve. L'erreur numéro 1 quand il découpe une vidéo longue, généralement c'est de découper au milieu d'une idée, tu vois. Donc les gens prennent un morceau, ils vont couper 30 secondes au hasard et ensuite le clip ne veut rien dire en gros. Le bon clip, c'est clairement une idée complète. Donc tu pars d'une structure de A à Z. Donc c'est l'accroche, ensuite tu as le développement et ensuite tu as la chute. Il doit tenir sans le reste de la vidéo parce que la personne qui le voit, généralement elle n'a pas vu le reste, elle a vu que le hook du début. Donc l'erreur juste derrière, c'est de garder le moment où il ne se passe rien. Donc coupe tout ce qui n'est pas essentiel. Et c'est ce qui va te permettre de créer, donc de captiver ton audience. Absolument. En gros, toutes les plateformes ne fonctionnent pas de la même manière. Les audiences ne sont pas les mêmes entre TikTok, YouTube et Instagram. Donc, le même clip ne fonctionnera pas du tout pareil. Et pareil sur LinkedIn où généralement, c'est une audience plutôt professionnelle. Parce que tout simplement, ce ne sont pas les mêmes gens et c'est pas du tout le même état d'esprit. Donc, sur TikTok, tu créeras pas le même contenu que LinkedIn, évidemment. Donc, sur TikTok, tu vas être plus brut, plus rapide. Alors que sur LinkedIn, tu vois, il faut plus de contexte.
tu apportes une leçon business. Et l'astuce, c'est de garder généralement le même cœur de vidéo et changer juste l'accroche, donc le hook du début. Et ensuite, les sous-titres d'ouverture selon ta plateforme. Voilà, tu crées des styles différents en fonction de la plateforme. Et voilà, à un même moment, généralement, c'est 3 portes d'entrée différentes. Ouais, aujourd'hui, clairement, nous, on a une nouvelle feature qui permet de générer donc des clips en format horizontal. Ce qui est bien, c'est qu'on a encore une nouvelle feature qui a été intégrée depuis peu, qui s'appelle Highlight, où là, vous récupérez toutes vos vidéos, que ce soit en format vertical ou en format horizontal, pour recréer une vidéo en format long. Donc, ça permet d'avoir une suite de vidéos qualitatives, donc avec des hooks ou pas, des sous-titres, et ça permet d'avoir une vidéo au format long que vous pouvez poster sur YouTube, par exemple. Donc, moi, je pense notamment à des YouTubeurs React ou Gaming qui ont des moments forts, mais qui ne les exploitent pas assez parce que tout simplement ils les diffusent uniquement en short. Là, ce qu'ils vont pouvoir faire, c'est avoir, par exemple, ça peut arriver, hein, moi je sais qu'à mon échelle ça m'est déjà arrivé, d'avoir par exemple des moments, on appelle ça des highlights, donc des highlights hebdomadaires, où là vous avez tout petits formats courts, un peu viraux, qui ont suscité de l'intérêt, et vous les prenez pour les mettre dans un format en horizontal. Et donc ça permet de repartir d'une base verticale à un format final horizontal. Sans hésiter, c'est un multiplicateur. C'est pour moi ultra important. Généralement, la grande majorité des gens vont regarder les vidéos sans le son, dans les transports, ça arrive, au bureau, ou même ça m'arrive moi à côté de ma copine qui dort, par exemple, qui regarde une série. Ben là, je peux regarder ma petite vidéo tranquille sur TikTok, juste avec les sous-titres, en supprimant le son. Ben, sans sous-titres, généralement, moi, enfin comme tous les autres, hein, dès qu'on voit qu'il n'y a pas de sous-titres et qu'on est un peu embêté, qu'on peut pas regarder la vidéo avec le son, ben, généralement on va scroll. Donc ce qui est bien, c'est que quand on a des sous-titres, bah c'est une raison de plus de rester sur les vidéos. Mais attention, moi je parle pas d'un simple bloc statique un peu moche en bas. Je parle de réels sous-titres, donc dynamiques, avec des effets mot par mot, qui vont tout simplement rythmer la vidéo et créer une réelle dynamique et retenir le regard. Le sous-titre, c'est un des leviers de rétention les plus sous-estimés aujourd'hui. Et en plus, c'est automatique. Donc en vrai, pourquoi il n'y a plus aucune raison de s'en priver. Bah moi, pour mon avis, c'est que le mieux, c'est de les avoir en différentes langues, d'avoir toutes les langues. Même aujourd'hui, on a sur Stream Clipping 10 langues. Et en plus, on peut même les traduire, donc ça, c'est top. Donc par exemple, votre contenu il est en anglais, vous voulez vous adresser à une communauté francophone, vous pouvez traduire vos contenus en anglais, qui sont en anglais de base, en français. Donc ça, c'est top. Ça permet des contenus qui n'étaient pas forcément regardés par une communauté en fonction de la langue, par rapport à la langue. Là, ce qui est bien, c'est qu'on peut quand même créer de l'intérêt sur un contenu. Là, je pense notamment récemment Speed ou Kai Cenat, qui sont des streamers américains, youtubeurs, qui généralement n'attirent pas vraiment la curiosité des francophones. Là, aujourd'hui, grâce à Stream Clipping, vu que vous pouvez traduire tout leur contenu en français, le hook et le sous-titre, en fait, c'est du contenu nouveau. Et donc oui, c'est super bien de pouvoir avoir accès à ces traductions de sous-titres. Aujourd'hui, sur Stream Clipping, on a une dizaine de langues. On a le japonais, le coréen, le russe, l'espagnol, le portugais, le français, l'anglais, l'allemand. Enfin voilà. Et on continue entre 15 jours et 3 semaines. On rajoute des langues assez régulièrement. Donc voilà, ça permet de s'adresser à une grosse partie de la population. Combien de shorts par vidéo longue? En vrai, il n'y a pas de chiffre magique. Aujourd'hui, on peut avoir 30 shorts sur un format 5-6 heures de live, tout comme on peut avoir 10-15 shorts. Ça va dépendre de la qualité du format, enfin de la vidéo brute ou du live. Si il y a du texte, il y a de la parole, si visuellement il y a des choses qui se passent, parce que c'est vrai que nous on a la possibilité de détecter donc à la transcription, donc à ce qui est dit, mais aussi ce qui est visuellement, enfin tout ce que l'IA peut voir, elle peut le retranscrire. Donc typiquement un match de football où il y a une action de Messi qui frappe de 35 mètres, typiquement l'IA va pouvoir le détecter et va pouvoir créer un moment viral par rapport à ça. À contrario, un podcast où il y a uniquement du texte, donc de la parole, mais pas forcément quelque chose de visuel, là aussi l'IA va pouvoir détecter ces moments-là et en créer un moment viral. Donc il n'y a pas vraiment de chiffres, ça va dépendre du contenu brut au départ, mais oui, ça va être entre 15 et 20 clips pour 4 à 5 heures de vidéo, on va dire, de live. Donc voilà, mais le piège c'est de vouloir en sortir trop là. Par exemple, aujourd'hui je vais faire 3 beaux clips, sors-en 20, publie-les.
regarde lesquels performent le mieux. En gros, bah là, faut se dire que le contenu, tu l'as déjà payé en temps de tournage. Donc au départ, tu as déjà le brut. Donc dis-toi que chaque clip supplémentaire, c'est quasiment gratuit en gros. Donc le vrai gâchis, c'est de tourner 1 heure pour en tirer que 3 posts. Ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, plus vous avez de clips, après vous pouvez trancher en fonction de la qualité et en fonction de ce que vous voulez faire ressortir à votre audience. Ouais, en gros, ce qui est le mieux, c'est vraiment de laisser l'algorithme trancher. Plus vous allez pondre du contenu, plus vous allez pouvoir détecter ce qui intéresse votre audience. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir vous adapter. Bah ouais, en moins de 2 mois, on a quasiment atteint plus de 300 utilisateurs aujourd'hui. Donc on est passé de 0 à 300, c'est trop bien. Enfin moi je suis super content. En plus c'est exponentiel. Hein. Vous voyez que on prenait entre 3 et 4 utilisateurs par jour. Ensuite on est passé très vite de 10 à 15 utilisateurs par jour. Donc non, moi je suis très fier, très content de l'évolution. Donc ce qui a vraiment marché, bah, c'est clairement déjà le contact avec les créateurs de contenu, donc les personnes qui sont ciblées en priorité. Donc au travers de... On a récupéré les adresses mail de tous les créateurs de contenu, on leur a envoyé des mails pour leur proposer de tester la solution. Donc on a créé un panel d'utilisateurs au départ qui avaient un intérêt pour la plateforme, donc que ce soit Twitch ou YouTube. Et ensuite, effectivement, il y a aussi le SEO, donc le référencement, donc au travers des articles des blogs. Il y a le bouche à oreille, il y a aussi tous les réseaux LinkedIn, etc. Et puis après, il y a aussi le dogfooding, comme on appelle ça, donc créer du contenu avec le watermark stream clipping qui a forcément attiré le regard de plusieurs personnes. Aujourd'hui, on a un compte, par exemple, à titre d'exemple, on a un compte qui a généré plus d'1 million de vues en 3 semaines. Donc ça aussi, ça a permis d'attirer de nouveaux utilisateurs. Et voilà. Et puis là, en plus, ce qui est bien, c'est que nous, on est totalement transparent là-dessus. Quand vous arrivez sur la page, la landing page, donc streamclipping.ai, vous verrez automatiquement le nombre de vues générées à travers la plateforme et le nombre d'utilisateurs en temps réel. Donc on est totalement transparent parce que j'ai remarqué que très souvent la concurrence ou même dans notre domaine, ça communique sur des chiffres qui sont pas authentiques. Et puis ce qui est bien, c'est que vous pouvez suivre l'évolution de la plateforme en temps réel. Pour moi, c'est un fonctionnement qui est plutôt normal, sachant qu'encore une fois, c'est de l'organique. Donc effectivement, on a B-testé beaucoup de choses, différentes solutions, différentes features, en paywall, qu'est-ce qu'on rend payant, qu'est-ce qu'on rend gratuit, voilà, toutes ces choses-là. C'est beaucoup de réflexion, parce que l'idée, c'était non pas de brider totalement l'utilisation au départ, parce que j'avais envie que... Moi, je me mets à la place des créateurs de contenu, des streamers, youtubeurs, des clippers qui ont envie de tester une plateforme et qui arrivent sur un truc totalement fermé où on n'a pas possibilité de tester. C'est très chiant, ça donne envie je vais être très transparent, ça dégoûte, ça donne pas envie de rester sur la plateforme. Moi, je me suis mis à la place de ces gens-là qui ont envie de tester. Ils entendent parler de stream clipping et ils arrivent sur la plateforme et au final, ils ont plus qu'à uploader une vidéo. C'est la conversion, c'est le temps que les utilisateurs utilisent leur trial. C'est aussi, il y a des features qui s'améliorent de jour en jour. Par exemple, là, on a une feature qui est exceptionnelle, qu'on a appelée réalisateur, qui va peut-être changer de nom, qui permet de capter directement les personnes qui parlent. Donc la caméra, en fonction, ça marche surtout sur du podcast avec plusieurs locuteurs. La caméra va se caler directement en temps réel sur les personnes, va traquer les visages, etc. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est incroyable, qui est d'ores et déjà disponible pour les utilisateurs en trial pendant 1 semaine. Donc n'hésitez pas à aller la tester sur streamclipping.ai. C'est ces choses-là qui vont permettre de convertir les utilisateurs actuels en gratuit sur du payant. Mais faut laisser le temps au temps, on peut pas forcer la main des gens. S'ils ont un besoin réel et qu'ils se rendent compte que l'utilisation de streamclipping pour la modique somme de 39 € par mois répond à leurs besoins réels, je pense qu'ils passeront tous à un format payant. Si on fait un comparatif très simple, payer un monteur aujourd'hui, qui sont généralement payés à l'heure, c'est super, c'est très onéreux et tout le monde peut pas se le permettre, surtout quand on est 1000 streamers avec une centaine, 200 viewers. Voilà, ça coûte très cher de payer un monteur à l'heure, etc. pour faire du dérochage, du montage, etc. Là, avec Stream Clipping, tout est géré de A à Z, donc ça prend, en fait, pour 39 €, vous avez 150 clips dans le mois, donc c'est juste exceptionnel. Donc ouais, c'est juste le temps que les personnes le comprennent et qu'ils passent à l'action.
En fait, nous au départ, on s'était dit qu'on voulait déjà faire que de l'organique. Moi, ayant un passé dans le recrutement, j'ai bossé pour un site d'emploi, un métamoteur qui s'appelle Indeed, où c'était que du bootstrap. On scrapait tout simplement les offres d'emploi des sites. Donc, on va dire voilà, tout pour faire simple. Moi, j'avais déjà une appétence là-dedans, et je sais que naturellement et de façon organique, on peut très très bien fonctionner. Alors, c'est sûr, on ne prend pas les raccourcis du payant, on ne prend pas les raccourcis des influenceurs, de Google Ads, etc. Mais c'est encore plus, comment dire, ça donne encore plus de piquant de se dire qu'on y arrive sans payer. Alors évidemment, après, c'est pas une question de fonds, parce que les fonds, aujourd'hui, on aurait pu injecter de l'argent dans des campagnes de Google Ads ou dans des campagnes de TikTok ou quoi que ce soit pour attirer de nouvelles marques ou de nouveaux créateurs de contenu. Mais au départ, nous, notre souhait, c'est vraiment de fonctionner de façon organique. Puis surtout que nous, au départ, on veut pas passer par la case financement extérieur, parce que déjà, ça serait une mauvaise idée de vendre la boîte au pire moment où elle n'a pas vraiment une grosse valeur. L'idée, c'est d'avoir de la traction. Enfin, on sait comment ça marche, c'est de générer un maximum de traction, avoir un EBITDA qui tienne. Alors, ma journée type, elle est un peu spéciale. Ma journée, elle est, au départ, moi, j'aime beaucoup coder la nuit, surtout en ce moment avec les périodes estivales. Donc, j'ai une partie où je code la nuit, et ensuite l'après-midi, je suis plus sur la partie prod. Donc, je contacte des créateurs, je contacte des agences, des marques en tout genre. Donc voilà, il y a la partie production où généralement c'est les heures de boulot, les heures de travail normaux, quoi, on va dire, de la journée. Et ensuite, la nuit, entre, on va dire, 21h et 7h du matin, là, c'est plus la partie codage, où là, généralement, en amont, je détecte des bugs ou des nouvelles fonctionnalités que j'ai envie de mettre en place, que j'ai envie de déployer dans la nuit. Et ensuite, je m'en occupe à ce moment-là où il y a un peu moins d'utilisateurs, où c'est plus tranquille, où je peux assez rapidement passer du développement à la prod. Donc voilà, mes journées, elles sont très bien structurées et très longues aussi. Mais voilà, généralement, la nuit, je code, la journée, production, recherche de nouveaux clients, etc. Et après, le reste du temps, c'est la vie de tous les jours, le sport, manger, dormir. Le classique. Je pense que je ferai exactement pareil. Tout pareil. Si on part du principe qu'on bootstrap, de la même manière, je ferai exactement pareil. Moi, j'ai eu des expériences dans le passé où j'ai rencontré différentes problématiques de développement de ma société. Parce que j'avais une boîte avant dans le recrutement, j'avais un cabinet de recrutement spécialisé pour les commerciaux, pour les startups. Et j'ai rencontré différentes problématiques au fur et à mesure de l'évolution de ma société. Et aujourd'hui, c'est des choses que je ne veux pas reproduire, donc qui m'ont fait perdre beaucoup de temps. Mais justement, ça a été un apprentissage qu'aujourd'hui, au quotidien, j'applique. Et c'est ce qui me permet de gagner énormément de temps. Et en plus de ça, il y a l'IA, il y a l'entourage qui m'aide aussi, les associés. Donc on avance beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Et aujourd'hui, si je devais recommencer, je fonctionnerais exactement de la même manière. Justement, j'en parlais juste avant. Moi, j'ai la chance d'être entouré par des associés qui sont mon frère et mon meilleur ami, qui ont chacun d'eux ont des métiers totalement différents. Mon frère est dans la finance, mon pote est dans la gestion de projet. Donc, ce qui est bien, c'est que chacun a ses appétences, ses compétences, ses skills. Et ça permet avec les miennes de pouvoir en fait tout simplement gérer la société de A à Z, de la structurer, d'être coordonné et d'avoir donc une organisation qui nous convient parfaitement et qui nous permet d'évoluer dans le bon sens. Donc pour le moment, ouais, je suis très bien entouré et j'ai cette chance. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que moi j'ai mes compétences, eux ils ont les leurs, et en gros tout ce que moi je maîtrise pas, c'est-à-dire la structuration, la gestion de projet, il y a différentes facettes que je maîtrise pas. Ce qui est bien, c'est que je peux déléguer, donc ça me permet aussi de gagner du temps. Moi, ce que je fais, c'est que je connais mon produit par cœur, donc je sais ce que les gens veulent, je sais ce que les gens attendent, je sais ce que les utilisateurs dans le futur. Donc je m'adapte et puis ça me permet de continuer à développer la meilleure plateforme possible, le meilleur produit possible. Ouais, mon parcours, il a rien d'une ligne droite, c'est clair. Moi, avant le stream, j'étais à Dublin, j'ai bossé pour comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour
un site d'emploi, donc un métamoteur, un agrégateur d'offres comme Google, mais dans le recrutement, qui s'appelle Indeed. Bon, moi, c'était clairement le mastodonte du recrutement à l'époque, et donc j'ai beaucoup appris au travers de Indeed, notamment sur le référencement, notamment sur le scrapping, notamment sur sur énormément de choses liées au web. Hein. C'était clairement l'un des pionniers du web, et en plus organique pour le coup. Donc j'ai beaucoup appris à ce moment-là. Voilà. Après, je suis revenu en France en 2018. J'ai monté en 2016, j'ai monté ma première boîte. Ensuite, en 2018, je me suis lancé dans le streaming. Donc ouais, j'ai un parcours assez atypique. J'ai même fait l'armée avant. Voilà, j'ai un peu touché à beaucoup de choses. J'ai construit une communauté de zéro en 2018, donc quand j'ai commencé le streaming. Donc de A à Z, j'ai tout fait de A à Z. C'était au début très très compliqué. J'ai beaucoup appris, notamment sur la gestion de communauté, fédérer des gens que l'on ne connaît pas forcément, qui sont intéressés par un contenu que l'on crée. Faire en sorte aussi qu'en plus d'apprécier la communauté, le contenu, il faut aussi créer du personal branding, donc faire en sorte que les gens s'intéressent à soi aussi pour les fidéliser entre guillemets. Donc c'est un vrai travail de fond, et ça m'a pris beaucoup de temps. Voilà, donc c'était beaucoup de taf. J'ai jamais fait de pub, je suis jamais passé par une agence. Tout a été fait from scratch et de façon organique. Donc voilà, j'ai beaucoup appris. Donc il y a eu le terrain en tant que commercial à l'époque, et ensuite après la fédération de communauté. Et tout ce qui est la partie web avec la boîte que j'avais créée donc en 2016 et aujourd'hui Stream Clipping. Donc voilà, c'est toutes ces compétences que j'ai mis en œuvre pour créer aujourd'hui ce qu'on arrive à développer depuis quelques mois maintenant. Donc c'est trop bien parce que j'ai cette sensation de résoudre un vrai problème. Tu vois, t'écoutes ta communauté, et puis tu fais ça dans la durée, et après le reste c'est juste de la technique. Et puis la technique, ça s'apprend, ça se trouve, hein, simplement. En gros, il y a deux facettes. Il y a le clipper vidéo de format court et il y a le clipper vidéo de format long. Sur la partie format court, je pense que le métier de monteur vidéo n'a plus grand intérêt parce que l'IA peut tout faire aujourd'hui, du montage, de la réalisation, du cadrage caméra, des sous-titres, des effets, bref, tout ce que vous pouvez voir sur les meilleurs clips viraux aujourd'hui. Par contre, c'est vrai que sur la partie format long, donc les vidéos YouTube au format un peu plus long, là effectivement, le monteur vidéo a encore de beaux jours devant lui, parce qu'il y a un vrai travail. Moi je le sais, je le vois de mes monteurs, des timelines extrêmement grandes, des effets de son, d'images, de vidéos, etc. Faut utiliser plusieurs logiciels, du Premiere Pro, du After Effects pour faire du motion. Bref, c'est un vrai travail très chronophage. Qui demande de vraies compétences. Mais c'est vrai que sur la partie clipping en format vertical aujourd'hui, moi je peux déjà vous le dire, oui, le métier de monteur vidéo n'a plus d'intérêt là-dedans. Je pense que dans 2 ans, monter une vidéo sans IA à un moment de la chaîne, ça sera comme écrire un texte sans correcteur orthographique ou sans ChatGPT, quoi. Donc techniquement, c'est possible. Mais pourquoi? Parce que l'IA, ça va partout. Déjà, le découpage, les sous-titres, le recadrage, la sélection des meilleurs moments. Notre IA le fait très très bien. En plus, ça s'inspire de tous les contenus viraux qu'on peut trouver sur toutes les plateformes, TikTok, YouTube, Insta. Donc ça, c'est juste magique. En vrai, ce qui va différencier les créateurs, ça sera plus trop la technique, parce qu'on va dire qu'elle sera déjà démocratisée, mais ça sera plutôt l'idée. Donc la créativité, le point de vue, la personnalité. Quand tout le monde a les mêmes outils, en vrai, c'est ce qui va faire que d'un contenu à un autre, le contenu sera différent. Pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, il y a encore toujours ce fantasme de dire l'IA peut tout faire, l'IA peut monter une vidéo en format horizontal, ultra qualitative, machin, avec tous les effets. Non, je vous arrête tout de suite, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on n'y est pas encore. Faut laisser le temps au temps, peut-être dans plusieurs années, mais aujourd'hui on n'y est pas. Donc ce truc-là, tu appuies sur un bouton et l'IA sort du contenu viral toute seule, c'est faux, et c'est même, je pense, dangereux comme promesse. Aujourd'hui, l'IA, ce qu'elle fait très bien, c'est tout le travail ingrat, c'est-à-dire dérusher, trouver les moments clés, mettre des effets, des smart cuts, des transitions, voilà, toutes ces choses-là, elle peut le faire. Maintenant, tout ce qui est des vidéos avec plusieurs effets, plusieurs motion design, pour le moment, on n'y est pas encore. Maintenant, peut-être que dans plusieurs années, dans 2-3 ans, on pourra le faire, mais aujourd'hui, à l'instant T, je ne peux pas vous faire cette promesse. Donc, et surtout que l'IA, elle connaît pas vraiment
ton audience, elle sait pas exactement ce qu'elle recherche concrètement. Alors qu'un monteur qui a l'habitude de créer un type de contenu en particulier pour un créateur de contenu, ça sera beaucoup plus simple pour elle de faire les effets qu'elle souhaite, de faire voilà, d'y rajouter les mèmes ou etc. qui vont faire que l'audience sera touchée. Voilà. Le bon usage, c'est l'humain apporte l'idée et le point de vue, et ensuite l'IA supprime les heures de manipulation, et ça permet de gagner énormément de temps. Ceux qui attendent que l'IA pense à leur place seront juste déçus. Même si on va dire que sur la partie verticale, aujourd'hui, l'IA a quand même cette capacité de réfléchir aussi bien qu'un humain pour déceler ce qui intéresse ou pas, de par tout simplement la détection des moments viraux via les clips verticaux viraux que l'on peut trouver sur les plateformes. Donc voilà, on a cette chance d'avoir une IA, nous, qui apprend au quotidien et qui permet quotidiennement d'avoir du contenu qui est de plus en plus qualitatif. Pour l'instant, l'IA ne sait pas avoir une vraie opinion. En fait, elle imite, elle reformule, elle optimise, mais en fait, elle ne dit rien. Concrètement, c'est pas un humain, quoi. Donc, elle n'a pas raté un lancement, elle n'a pas transpiré sur un bug à 3h du matin, elle n'a pas ressenti la peur de facturer son premier client. Donc, tout le côté émotionnel, elle l'a pas. Alors, ce sont des choses qui font le contenu qu'on retient, on va pas se mentir. L'IA va t'aider à produire plus vite, donc c'est un vrai outil, et elle ne te dira jamais quoi faire, quoi dire, à l'instant T. C'est toi qui vas lui demander, et à partir de là, elle va te donner les clés pour pouvoir atteindre tes objectifs. Le jour où elle le fera, je pense qu'on aura d'autres problèmes que le montage vidéo. On va pas se mentir. Bon, on n'y est pas encore. Faux. Alors, pas pour les raisons qu'on croit, ce n'est pas la fréquence le problème, c'est de croire qu'il faut créer quelque chose de neuf tous les jours. Ça, personne ne tient, c'est impossible de créer du contenu tous les jours. La vraie réponse, c'est publie souvent, mais à partir d'un contenu que tu as déjà. Une bonne session de tournage peut nourrir un mois de publication quotidienne. Donc tu peux anticiper, programmer à l'avance. Publier tous les jours devient vraiment soutenable seulement quand tu arrêtes de repartir de zéro à chaque fois. Ça, c'est une vraie question piège pour le coup, parce que la vraie réponse, c'est aucune. En fait, garde-les toutes. C'est le même clip, mais en vrai, si tu me forces, moi je te dirais TikTok. Aujourd'hui, c'est la viralité, tout le monde est présent sur TikTok. Ça va dépendre si tu t'adresses à tel ou tel profil. Moi, par exemple, TikTok, ça va être pour des profils plutôt généraux, voilà. Après, si tu veux des profils plutôt business, corporate, LinkedIn, évidemment. Donc, je dirais TikTok et LinkedIn, je pense qu'ils vont bien de pair. Après, le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as plus à choisir. Hein. Le coût de poster le même clip sur 5 plateformes, c'est proche de zéro. Donc, tu choisis une seule plateforme en 2026, c'est en gros se limiter, c'est se brider. Hein. Donc, moi, je dirais le bon réflexe, c'est un tournage et 5 plateformes, 5 destinations. Alors, pour moi, le pire conseil, ça va être juste ce qu'on m'a toujours dit. Sois authentique, pose juste ce que tu ressens, le reste suivra. En fait, c'est beau, mais à la fois, c'est faux. L'authenticité sans stratégie, en fait, c'est comme un journal intime que personne ne lit. Tu vois. Donc oui, tu vas pouvoir exprimer le fond de ta pensée, ta personnalité, mais en réalité, est-ce que les gens viennent juste pour ta personnalité à l'instant T? Il faut aussi réfléchir de façon à ce que tu attires un maximum de personnes sur ton contenu. Donc je dirais que les créateurs qui sont authentiques et structurés, ils savent à qui ils parlent, quels problèmes ils résolvent et pourquoi on devrait rester. L'authenticité, c'est le ton, ce n'est pas le plan. Confondre les deux, c'est la meilleure façon de poster un an dans le vide. En fait, je dirais que mon opinion la plus impopulaire, c'est de croire qu'un seul contenu viral peut te mettre sur le devant de la scène et te rendre incontournable, alors qu'en réalité, je connais beaucoup de créateurs de contenu qui sont pas ultra viraux, mais qui, par la logique du nombre, arrivent à créer une audience fidèle à leur contenu. En fait, c'est pas forcément la viralité qui va te mettre sur le devant de la scène, mais plus la régularité dans la durée. Alors, pour qui moi je construis Stream Clipping? Au départ, moi je construis ça pour les créateurs multiplateformes, les streamers comme moi. Mais c'est vrai que j'ai pas construit ça pour les investisseurs. Mon souhait, c'était pas au départ de lever des fonds pour faire exploser ma plateforme. Et je construis pas ça non plus pour l'algorithme. En fait, je construis ça au grand jour déjà en building public sur tous les réseaux où je partage toutes les données,
Je partage le nombre d'utilisateurs, les nouvelles fonctionnalités. Chaque semaine sur votre boîte mail, vous recevez des nouvelles features. En fait, je construis ça en temps réel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une équipe de 15, 20, 30 développeurs derrière qui construit ça dans des locaux avec la climatisation. Non, moi je construis ça chez moi, sur un PC, 2 PC portables. Et ensuite, après, je me débrouille avec les systèmes que j'ai pour avoir le meilleur produit possible. Donc en fait, je réponds juste à la problématique que tous les créateurs ont, que je rencontre au quotidien, c'est de pouvoir avoir un maximum de clips, on va dire, de bonne qualité à diffuser sur les plateformes pour promouvoir mon contenu à la base. Mais aujourd'hui, ça s'adresse à tout le monde. Aujourd'hui, une marque, peu importe en fait, un créateur de contenu, une marque. En fait, tout le monde aujourd'hui peut utiliser Stream Clipping pour générer du contenu autour de sa marque et créer et promouvoir son produit. Donc, au départ, c'est pour les streamers et les créateurs de contenu multiplateformes, mais aujourd'hui, ça s'adresse clairement à tout le monde. Et puis surtout, voilà, aujourd'hui, j'ai la chance encore une fois, de construire ça. On est trop sur le projet, on n'a pas d'investisseurs qui nous poussent à coup de chéquier. Donc, en fait, on n'a aucune pression. On n'a pas besoin de gonfler les métriques et vous dire demain on est passé à 10 000 utilisateurs, on génère 1 million de CA, c'est faux. En fait, nous, on construit notre produit à taille humaine. C'est aussi pour ça que tout ce qu'on fait, c'est organique, on va se faire naturellement. Et évidemment, à un moment donné, il va falloir peut-être qu'on passe par des influenceurs pour faire reconnaître le produit et que vous en entendiez parler, parce que ça passe aussi par là à un moment donné. Mais je pense qu'il faut qu'on fonctionne par étapes. Et puis moi et mes utilisateurs, à la base, ce sont des gens que je connais, ce sont des streamers tout comme moi, des mecs ou des demoiselles aussi qui streament, qui font 5, 6, 7, 10 heures par jour de live et qui rencontrent les mêmes difficultés. Des créateurs de contenu j'ai rencontrés à l'étranger sur des tests de nouveaux jeux, etc. et qui en fait utilisent le produit aujourd'hui. Et après, je pense que c'est aussi le bouche à oreille. Quand un produit est bon, généralement, on a tendance à en parler. Donc je pense que c'est le naturel qui fera que la courbe continuera.